Yigal Palmor, bonjour, Boker Tov. Bonjour et Boker Tov. Je rappelle que vous êtes le directeur du département des communications à l'Agence juive et que vous avez été pendant de nombreuses années, que vous êtes diplomate de formation et que vous avez été pendant de nombreuses années le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères. Et c'est donc, je voudrais ce matin vous interroger sur vos deux casquettes que je viens de mentionner, mais commencer par la casquette diplomatique et parler avec vous tout d'abord de la visite d'Antonio Guterres en Israël qui se termine à une visite longue, plus de 3 jours, passée par le secrétaire général des Nations Unies ici en Israël, également dans les territoires palestiniens. Alors, qu'est-ce que l'on peut commencer à tirer comme conclusion de cette visite? Est-ce qu'on a le sentiment qu'Antonio Guterres comprend le message d'Israël et que de par sa présence ici, de sa visite ici, même s'il va visiter, il va survoler le territoire israélien dans le courant de la journée, est-ce qu'il perçoit mieux la réalité et la complexité de la réalité israélienne? Oui, bien sûr, il comprend mieux, mais il était déjà un initié, c'est-à-dire que dans ses fonctions précédentes comme ministre des Affaires étrangères du Portugal, notamment, il a été très impliqué dans les contacts entre les Européens et les Israéliens. Il était ami de plusieurs ministres israéliens. Il était venu ici à plusieurs reprises. Et donc, ce n'est pas. C'est quelqu'un qui connaît le pays, oui. Il connaît bien le pays et il s'est toujours distingué par des positions plutôt amicales, des positions qui étaient plutôt favorables aux thèses israéliennes. Même après sa nomination au poste de secrétaire général de l'ONU, il a fait quelques déclarations qui allaient tout à fait dans le sens de ce que la diplomatie israélienne souhaitait. Donc c'est en ami qu'il a été reçu et c'est en ami qu'il a été accueilli. Je crois que la visite a pu approfondir sa connaissance avec les problèmes actuels de la région. Maintenant, n'oublions pas que, je dirais que peut-être la partie la plus importante, la partie centrale de sa visite, c'était une tentative de résoudre les problèmes de Gaza, mais pas forcément en tentant de faire fléchir Israël dans ce dossier, mais plutôt de parvenir à un compromis entre les gouvernants Hamas du Gaza et l'autorité palestinienne, puisqu'il a compris que la racine du problème à Gaza, ce n'était pas tant la tension entre Hamas, Israël et l'Égypte, mais plutôt entre les Palestiniens eux-mêmes. Et ça, c'est une nouveauté, que le secrétaire général de l'ONU reconnaisse par ses actes, par sa présence sur le terrain, par ses actions diplomatiques, que la racine du problème aujourd'hui, c'est la tension entre le Fatah et l'autorité palestinienne d'un côté et le Hamas de l'autre. C'est une nouveauté. On n'a pas entendu des condamnations ou des critiques à l'encontre de la politique israélienne à Gaza. Et je crois qu'on peut attribuer cela à sa compréhension profonde de la nature des problèmes de notre région. Alors, Yigal Palmor, je voulais vous ramener à un discours marquant du Premier ministre Binyamin Netanyahou, c'était il y a un an, presque jour pour jour, devant l'Assemblée générale des Nations unies. Et Binyamin Netanyahou avait très vivement critiqué l'ONU, mais en même temps affirmé que l'ONU était en train de changer, qu'elle ne le savait même pas elle-même, mais qu'elle était en train de se modifier et qu'elle allait peu à peu modifier son approche envers l'État d'Israël. On était encore sur la fin du mandat de Barack Obama, avant même la fameuse résolution du 23 décembre dernier sur les implantations. Et est-ce que finalement, ce discours n'était pas, on va dire, un peu prémonitoire, effectivement, de la part du Premier ministre? Est-ce que, effectivement, l'ONU est en train de changer aujourd'hui dans son positionnement par rapport à Israël? Et est-ce que c'est le résultat de l'activité diplomatique déployée par le Premier ministre un peu partout dans le monde, que ce soit dans l'Ouest africain ou dans d'autres régions, auprès de grandes puissances comme l'Inde, comme la Chine, comme le Japon, comme la Russie? Je crois qu'il
faut retenir un peu notre enthousiasme, car le discours n'était pas vraiment prémonitoire, il était plutôt prématuré. D'abord, en ce qui concerne le secrétaire général, il faut savoir que ses prédécesseurs étaient également des amis d'Israël avant d'entrer en fonction. Ban Ki-moon en tant que ministre des Affaires étrangères de la Corée du Sud et Kofi Annan en tant qu'homme politique africain très respectable et très respecté étaient des amis d'Israël. On les connaissait. Le problème, une fois qu'ils étaient arrivés au poste de secrétaire général, c'est que évidemment ils devaient tenir en compte les intérêts et les pressions de tous les pays membres et notamment des pays les plus influents et les plus pesants sur la scène onusienne, et surtout ils étaient entourés par des équipes de fonctionnaires qui allez, je vais être très gentil et très délicat avec eux, qui ne manifestaient pas des compétences particulièrement brillantes en matière de proximité, de compréhension de la situation d'Israël. On va dire ça comme ça. On s'était adressé à plusieurs reprises aux secrétaires généraux successifs pour porter à leur attention un certain problème ou un certain événement important qui s'était passé ici. Et on s'était rendu compte qu'ils ne savaient pas du tout que cela s'était passé parce que leurs équipes ne les avaient pas informés. Et évidemment, quand on s'est rendu compte que le manque d'information allait toujours dans un sens plutôt que dans un autre, on avait compris que c'était pas une simple incompétence. C'était très biaisé. Donc, mais justement, est-ce qu'on ne peut pas dire que ne serait-ce que par exemple par la présence d'une ambassadrice comme Nikki Haley, qui est l'ambassadrice des États-Unis, on sait que l'ONU est dépendante, on va dire, de l'administration américaine au niveau, ne serait-ce que sur le plan financier. Le fait que Nikki Haley monte au créneau pour défendre l'État d'Israël de cette manière, le fait que de plus en plus d'États africains sont prêts à reconsidérer leur positionnement systématiquement anti-israélien dans les instances de l'ONU. Est-ce que tout cela ne pousse pas un homme comme Antonio Guterres à effectivement plus facilement à être impartial ou à respecter, comme il l'a dit avant-hier, la charte de l'ONU qui est d'être impartial envers tous les États membres? Oui, c'est fort possible. Je crois notamment que les positions très franches de l'ambassadrice américaine Nikki Haley peuvent pousser le secrétaire général à prendre des positions plus proches de la charte de l'ONU, comme il dit, et disons-le d'emblée, plus proches de ses propres positions. Oui. C'est évidemment un soutien très fort dont il a besoin. Il ne peut pas faire sans l'appui clair et affiché de certains ambassadeurs qui représenteraient des pays influents. Maintenant, mis à part Nikki Haley, je dois dire que en ce qui concerne les autres pays qui sont qui sont des amis d'Israël. Yigal Palmore. Yigal Palmore, nous vous avons perdu. Yigal. Les positions affichées au cours de visites officielles et ce qui se passe à l'ONU. Ça, c'est une particularité de l'ONU dont il faut tenir compte et que normalement seuls les initiés connaissent. Des pays comme la Chine ou l'Inde, qui sont maintenant très très ouverts à Israël, ne voteront pas avec Israël à l'ONU. Il ne faut pas se faire d'illusions. Quant à la Russie, avec laquelle Israël a un dialogue stratégique au plus haut niveau qui est tout à fait inouï parce que on n'avait jamais vu ça entre Israël et la Russie, eh bien cela ne se traduira pas par des votes favorables à l'ONU. La logique de l'ONU est une logique à part entière, c'est comme une planète à part. Oui. Tout ce qui compte dans le monde réel, dans le monde des relations internationales entre pays, ne compte pas au sein de l'ONU, où seul compte la loi du plus grand nombre. C'est-à-dire que si la Chine et la Russie, par exemple, veulent faire voter des résolutions sur des sujets ou des dossiers qui leur sont extrêmement importants, ils vont devoir récolter des voix. Et pour obtenir ces voix, ils seraient prêts, évidemment, à se compromettre avec ceux qui peuvent fournir les voix sur d'autres dossiers. Donc, si la Chine veut faire voter des résolutions sur, par exemple, des droits de l'homme qui ne seraient pas critiques à l'égard de la Chine,
un grand nombre de voix, un vivier de voix se trouve au sein du groupe arabo-musulman, n'est-ce pas? Au sein du groupe, on va dire, la Ligue arabe. Eh bien, pour avoir les voix de la Ligue arabe, ils vont payer par une monnaie israélienne. Oui. Voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. On a bien compris. Donc, c'est-à-dire il y a un frémissement, on va dire un début de changement, mais on est encore loin d'une modification radicale du positionnement de l'ONU envers l'État d'Israël. Exactement. On le comprend bien. Igal Palmore, je disais que je voulais aussi vous interroger ce matin, profiter que vous étiez avec nous sur studioqualita.com pour vous interroger également sur votre seconde casquette, celle de directeur de la communication à l'Agence juive, puisque nous sommes en séjour du 29, 30, 31 août, 120 ans jour pour jour après le premier congrès sioniste qui s'est tenu à Bâle les 29, 30 et 31 août 1897. Et la question que je serais tenté de vous poser, c'est peut-être une question un peu lyrique comme ça, c'est de nous dire un peu si vous aviez eu le privilège de pouvoir présenter l'État d'Israël d'aujourd'hui à Théodore Herzl, qu'il avait vu, lui, alors c'était vraiment là une vision prémonitoire dans le cas précis. Qu'est-ce que vous lui montreriez en priorité dans l'État d'Israël d'aujourd'hui, de 2017, 120 ans après le premier congrès sioniste? Oui, la vision d'Herzl était prémonitoire et même prophétique. Je crois que lui-même ne s'attendait pas à ce que ses prévisions se réalisent de manière si rapide et si complète en quelques dizaines d'années. Je dirais que pour impressionner Herzl aujourd'hui, je lui montrerai peut-être deux choses. D'abord, la grande diversité de la société israélienne. C'est une réalité qui, à mon avis, est impressionnante pour n'importe quel observateur de l'étranger, n'importe qui se pencherait sur la société israélienne devrait être impressionné par la très grande diversité, les très diverses origines de la population juive et puis les autres parties de la population qui cohabitent dans ce pays. C'est un fait qu'il ne faut pas prendre pour allant de soi. Ça ne va pas de soi du tout, surtout dans la région du Proche-Orient dans laquelle nous vivons, dans la réalité régionale. Ce n'est pas quelque chose qui va de soi. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose que j'aimerais lui montrer, c'est comment Israël est devenu un phare mondial dans le domaine de l'innovation. L'innovation technologique, l'innovation dans la recherche, l'innovation dans les inventions, les médicaments, la biotechnologie, tout ça, c'est peut-être pas tout à fait ce à quoi il s'attendait. Israël, vous le savez bien, est un très petit pays dans une situation géopolitique assez difficile, et malgré cela, il réussit à créer une ambiance de créativité pour les chercheurs, pour les techniciens, ceux qui poussent le pays en avant. Et cela, c'est un phénomène si exceptionnel qu'il attire des gens du monde entier. Donc ce n'est pas seulement quelque chose dont nous sommes fiers de manière un peu provinciale, c'est vraiment un phénomène reconnu mondialement. Et ça, c'est peut-être la plus belle réalisation de la société israélienne. Et je suis sûr que Herzl en serait tout à fait impressionné. Qu'est-ce qu'il dirait Herzl de la Aliyah, puisque l'agence juive se focalise depuis sa création sur la Aliyah des différentes communautés juives de diaspora? Est-ce que il serait impressionné par le fait que l'État d'Israël a intégré des millions d'olim de tous les pays, vous le mentionniez tout à l'heure, ou alors il serait peut-être aussi déçu de savoir qu'il y a encore peut-être presque autant de juifs encore en diaspora 70 ans après la création d'un État juif? Très bonne question. Ce n'est pas très clair si Herzl voulait la fin de la diaspora et la concentration de tous les juifs sur leur terre, ou bien simplement créer un État pour les juifs en maintenant
la diaspora telle quelle, mais avec le soutien, avec la possibilité de s'appuyer sur un État juif en Israël dans des moments de détresse, mais aussi pour je dirais pour l'émanation culturelle et peut-être aussi cultuelle, en tout cas peut-être pas cultuelle puisque Herzl était laïque et il souhaitait voir un État laïque en Israël. Je crois qu'il ne serait pas content du tout de la position qu'a pris le rabbinat, le grand rabbinat en Israël. Ça, c'est encore une autre question. Quant aux relations Israël-diaspora, la question reste posée depuis Herzl à nos jours, ainsi que la grande question des premiers sionistes sur la nature même de l'État d'Israël. Doit-il être l'État juif ou l'État des Juifs? Je crois que le débat n'est pas encore clos. Eh bien, Yigal Palmor, merci d'avoir été avec nous ce matin sur tutoqualita.com et merci de nous avoir permis de vous utiliser, donc, entre guillemets, sous vos deux casquettes de diplomate, ancien porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères et d'actuel directeur du département des communications à l'Agence juive, à l'occasion donc du 120e anniversaire de ce premier congrès historique congressionniste à Bâle. Merci Yigal Palmor et bonne journée. Merci, bonne journée. Voilà, il est 8h30 sur studiocalita.com. Nous allons marquer une petite pause et nous retrouvons dans quelques instants Iliana Gurfinkel pour sa chronique Un jour notre histoire.